sens où désormais, si vous êtes demandeur d'asile et que vous abandonnez votre hébergement, l'abandon de l'hébergement peut donc contraindre l'OFPRA à clôturer votre dossier. Oui, c'est un élément nouveau, ça n'existait pas avant. Vous savez, quand on parle la chaîne Demande d'asile de A à Z, je reviens aujourd'hui avec cette nouvelle vidéo où je vais partager avec vous les éléments concernant l'abandon de votre hébergement. Donc, vous êtes demandeur d'asile ou alors vous avez autour de vous des personnes en demande d'asile. Partagez cette vidéo parce que cette vidéo pourrait aider, pourrait sauver quelqu'un. Je vous explique en gros. Vous savez, quand il y a quelques années en arrière, avant la loi Darmanin, parce que oui, c'est la loi Darmanin qui apporte cette nouvelle disposition de la loi, à savoir la clôture de l'instruction, la clôture de votre dossier de demande d'asile en cas d'abandon. Donc, rapidement, ma vidéo va être structurée en deux parties. Dans une première partie, je vais rapidement revenir sur les prémices de l'orientation, c'est-à-dire que quand l'OFII oriente, quand vous avez reçu une notification d'orientation vers une ville, vers un centre d'hébergement, ce qui se passait avant. Et désormais, les nouvelles dispositions, ce qui va se passer en cas de refus, si jamais vous avez une proposition d'hébergement et que vous refusez, ce que vous encourez, ou alors vous êtes dans un centre et vous décidez d'abandonner votre hébergement. Pourquoi je fais cette vidéo? Avant tout, vous savez, moi je travaille dans un centre d'accueil, un centre qui accueille des personnes en demande d'asile, et j'ai fait quand même le constat que les personnes ont tendance à se rappeler de ce qui se faisait avant. Donc, moi je me dis peut-être c'est par manque d'information, et j'ai coutume de dire que nul n'est censé ignorer la loi, dans le sens où peut-être avant, vous pourriez refuser un hébergement. Peut-être avant, vous pourriez abandonner un hébergement sans conséquence sur votre demande d'asile. Mais sachez que désormais, si vous quittez votre hébergement, si vous abandonnez votre hébergement sans donner des nouvelles, parce que généralement c'est ça, c'est-à-dire du jour au lendemain, les personnes partent et ne reviennent plus et se disent, même si je pars, peut-être je vais perdre le bénéfice de l'allocation pour demandeurs d'asile qui est l'allocation, qui est l'argent. Mais par contre, mon dossier continuera bien que je sois parti. Non. Donc, que se passe-t-il? Sachez que quand on parle d'orientation directive aujourd'hui, oui, si vous ne le saviez pas, l'orientation vers un hébergement d'urgence, pour demandeurs d'asile, quand vous êtes en demande d'asile, est directive. Ça veut dire qu'elle est imposée, ça veut dire qu'elle est contrainte, elle est imposée, elle est coercitive, dans le sens où on vous l'impose. Pourquoi on vous l'impose? Sachez que ça ne date pas d'aujourd'hui. L'orientation directive date de la loi qu'on appelle la loi, le paquet asile, qui date du 29 juillet 2015. J'avais beaucoup bossé sur cette loi-là à l'époque. Et la loi de 2015, qu'est-ce qu'elle mettait en avant? Vous savez, la loi de 2015, c'est vraiment une loi très importante dans l'asile, dans l'accompagnement, dans le CESEDA. Pourquoi? Parce que c'est la première loi qui transforme tel que vous voyez l'asile aujourd'hui avec les guichets uniques pour demandeurs d'asile. C'est la loi de 2015 qui va créer les GUDA. Les premiers GUDA sont nés après la loi de 2015. C'est la loi de 2015 qui transforme l'allocation telle que vous voyez aujourd'hui, l'allocation pour demandeurs d'asile. On l'appelait l'ATA et c'était versé par Pôle emploi et il y avait également ce qu'on appelait l'AMS, l'allocation mensuelle de subsistance. Donc, en 2015, c'est la loi, rappelons-nous, en 2015, c'est François Hollande au pouvoir, et c'est une loi qui est préparée par Manuel Valls et qui est finalement portée par Cazeneuve. Donc, cette loi-là, elle va apporter d'énormes changements dans l'asile. C'est elle qui revoit la procédure de demande d'asile et surtout l'étude des dossiers à l'OFPRA. Cette loi-là, elle se rend compte que, le contexte de la naissance de la loi en 2015, c'est que en 2015, il y a des conflits un peu dans le monde et puis il y a un flux important de migrants qui arrivent. Et les personnes veulent pour la plupart rester dans les métropoles, les grandes métropoles comme Lyon, Nice, Paris. Parce que certainement, elles ont de la famille, certainement, elles ont des connaissances. Et qu'est-ce qui va se passer? Les personnes refusent des hébergements quand on leur propose un hébergement. Non, je ne veux pas. Et on va créer pour la première fois ce qu'on va appeler les schémas nationaux d'accueil avec des schémas régionaux, avec des exigences. On va dire, bon voilà, pour telle région, il ne faut pas avoir plus de tel nombre de demandeurs d'asile dans telle autre. L'idée, c'était de fluidifier les transferts et permettre qu'il n'y ait pas une disparité de présence de demandeurs d'asile d'une région à une autre.
Donc, ce qui va se passer, donc, il va avoir ce qu'on appelle aujourd'hui l'orientation directive. En gros, ça veut dire que si demain, vous êtes demandeur d'asile, vous êtes passé au guichet unique pour demande d'asile et que l'OFII vous a proposé, vous avez signé ce qu'on appelle les conditions matérielles d'accueil et que l'OFII vous propose un hébergement, même si c'est dans une ville qui ne vous plaît pas, vous ne pouvez pas refuser. L'exception, c'est-à-dire qu'il y a des exceptions. Comme toute règle, hein, l'exception est portée si jamais vous pouvez justifier d'être hébergé par votre père, votre mère, des frères et des sœurs. Par contre, dire que vous avez un ami qui peut vous héberger, ce n'est pas voilà, un motif qui est recevable au niveau de l'OFII. Pourquoi? Parce que moi, je comprends dans le sens où, imaginons aujourd'hui, vous arrivez, admettons, vous arrivez à Paris, vous êtes hébergé par une connaissance. L'OFII vous propose un hébergement. Vous dites, non, moi, je ne veux pas cet hébergement-là, je vais rester chez mon ami. Quelque temps après, ça ne se passe pas bien et votre ami décide de vous mettre dans la rue. Vous allez revenir vers l'OFII en disant, oui, mais finalement, je veux prendre l'hébergement parce que je me... Sauf que cette place-là a été attribuée à une autre personne. Donc, pour éviter que... Et il y a aussi, pour éviter que ça se produise, l'OFII, du coup, propose aux personnes des hébergements. Et quand les personnes vont informer l'OFII d'avoir des membres de leur famille sur le territoire, l'OFII ou l'OFII demande que vous leur transmettiez, du coup, un document qui va être signé, du coup, par votre hébergeur, qui doit être un membre de votre famille direct, hein, c'est pas un cousin ou une cousine. Et ça peut aussi être, donc la personne doit fournir un contrat de travail, un contrat de bail ou un contrat de propriété avec certains documents qui sont demandés par l'OFII. Mais aussi, c'est pour lutter aussi contre les marchands de sommeil parce que vous savez, quand vous êtes demandeur d'asile, vous êtes quand même vulnérable. Et quand vous arrivez en France, quelqu'un peut vous dire, venez vivre chez moi et vous me payez. Donc non. Pour éviter cela, l'OFII va vous proposer un hébergement. Donc, il y a des personnes qui n'ont jamais reçu d'hébergement, qui n'ont jamais eu de proposition d'hébergement, certainement parce que dans la ville où ils sont, voilà, il n'y a pas assez de place et ils n'ont pas eu de proposition d'hébergement. Ce n'est pas de ces personnes-là que je vais parler aujourd'hui. Dans cette vidéo, donc, je vous dis, dans un premier temps, je vais vous présenter ce que c'est qu'un hébergement d'urgence, une orientation directive. Dans la deuxième partie, rapidement, je vais revenir sur les conditions, c'est-à-dire que les obligations quand on a accepté un hébergement. Donc, vous avez eu une notification de transfert vers un hébergement. Généralement, ça peut être vers un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, vers un centre d'accueil d'évaluation des situations, qui est par contre un hébergement qui accueille de façon temporaire. Hein. Les personnes arrivent, après sont réorientées vers d'autres dispositifs. Ou alors vous êtes orienté vers un PRADA, un programme d'accueil d'hébergement pour demandeurs d'asile. Vous savez, en France, il existe une pléthore de dispositifs qui accueillent, qui hébergent, qui domicilient, qui accompagnent les demandeurs d'asile. Donc, si vous êtes orienté dans un dispositif ou dans un tel centre, dites-vous que vous avez des obligations. La première obligation, c'est que si demain, il arrive, hein, parce que vous savez, moi j'ai coutume de dire que les centres ne sont pas des prisons. Ce n'est pas parce qu'on vous oriente dans un centre que vous êtes en prison et que votre vie se termine là. Non. Les centres, ce sont des humains comme vous et moi. Donc, dans la mesure où, si vous êtes hébergé dans un centre et qu'entre-temps, vous avez de la famille, des amis, parce que j'ai même souvent des gens qui me disent, ils demandent une autorisation de sortie, mais ils ne me disent pas pourquoi. L'idée, ce n'est pas de savoir où vous allez. Hein. L'idée, c'est de vous mettre à disposition de sorte que si on a un courrier pour vous, s'il se passe quoi que ce soit, que vous puissiez revenir. Et quand vous demandez, vous avez une autorisation d'absence, c'est quelques jours parce que en fait, si vous acceptez un hébergement et que finalement vous n'êtes pas sur cet hébergement-là, vous prenez la place de quelqu'un qui est réellement dans la rue. En fait, c'est vraiment ce qu'il faut comprendre. Ne vous dites pas que quand on va m'orienter vers un hébergement, ça veut dire que moi, on veut peut-être me surveiller, peut-être on veut m'empêcher, on veut m'enlever ma liberté. Non, l'idée c'est que si jamais vous êtes en hébergement et que vous avez des connaissances, de temps en temps, vous avez envie de sortir, mais parce que les professionnels dans ces centres-là ont conscience que l'asile est complexe, que l'asile, ça prend du temps et que les personnes pendant ce temps-là vivent, c'est des montagnes russes, hein, c'est des personnes qui ont un état d'esprit, un stress, ils sont vulnérables et ils peuvent aussi vouloir de temps en temps aller décompresser ailleurs que dans le centre, ce qui est totalement normal. Donc, vous avez la possibilité de demander une autorisation de sortie, mais par contre, si du jour au lendemain, vous fermez la chambre ou vous laissez la chambre ouverte, vous partez et vous ne donnez plus signe de vie, cette décision que vous prenez aura des conséquences sur votre demande d'asile. Jusqu'en 2024, avant la promulgation de la loi Darmanin,
il n'y avait pas grande conséquence, mis à part le fait que votre allocation pour demandeur d'asile était rompue. Désormais, les conditions matérielles étaient rompues. Désormais, si vous êtes hébergé dans des centres que j'ai cités et que vous décidez du jour au lendemain de partir, sachez que votre demande d'asile peut être clôturée. Ne peut pas, c'est-à-dire que l'OFPRA sera informé de votre abandon d'hébergement et l'OFPRA pourra clôturer votre dossier. Vous ne saurez pas parce que vous allez attendre que l'OFPRA vous convoque et l'OFPRA ne vous convoquera jamais et vous allez vous retrouver en situation vulnérable et précarité. Faites attention. La vidéo avant tout, hein, vous savez, quand je fais des vidéos, j'ai coutume de dire que je vous sensibilise parce que je parie, je pense que certaines personnes, quand elles posent des actes, elles n'ont pas conscience des conséquences de leurs actes sur leur future intégration ou sur les conséquences à long terme. Parce que généralement, les gens ne voient qu'à court terme. Ils disent, oui, mais pour le moment, je suis hébergé chez quelqu'un, pour le moment, je travaille au noir, ça me va. Non, dites-vous que votre demande d'asile, quand vous arrivez, si vous abandonnez votre hébergement, votre demande d'asile, et que les gens ne vous disent pas, parce que ce que j'ai coutume d'entendre aussi, c'est que les gens qui vont me dire, mais oui, Mariette, j'ai quelqu'un qui m'a dit, mais oui, ce quelqu'un qui vous a dit, c'est quelqu'un qui a passé peut-être, qui a déposé la procédure, qui a fait la procédure de demande d'asile il y a quelques années en arrière. Donc, quelqu'un qui vous dit qu'il y a un an, ça se passait comme ça, oui, mais on est bien d'accord que la loi de 2018, du 19 septembre 2018, par rapport à la loi actuelle de 2024, vous voyez des transformations. Donc, si vous avez déposé votre demande d'asile en 2019, vous êtes bien d'accord avec moi que en 2024, une personne qui dépose sa demande d'asile ne sera pas soumise aux mêmes conditions. Donc, arrêtez d'écouter des gens qui vont vous dire que moi, à mon époque, on m'avait dit ceci, on m'avait dit cela. Non, ça ne marche pas comme ça. La loi de 2024, celle de Gérald Darmanin, l'ancien ministre de l'Intérieur, elle est catégorique. Une personne qui quitte son hébergement, en même temps, c'est-à-dire qu'elle abandonne son hébergement, elle abandonne par la même occasion sa demande d'asile. Elle sort de la procédure. Ça veut dire que si vous abandonnez votre hébergement, cette vidéo avant tout, hein, c'est une vidéo de sensibilisation. Pensez bien avant d'abandonner votre hébergement. C'est-à-dire, posez-vous des bonnes questions. Qu'on ne vous dise pas, oui, quitte l'hébergement, tu viens, on va vivre ensemble. Et toi, tu abandonnes tout en disant, oui, mais j'ai une copine, j'ai une amie, j'ai un frère, j'ai un pote. Moi, j'ai accompagné des gens qui vivaient même avec leurs propres frères du même sang, qui, du jour au lendemain, se sont retrouvés chassés du logement. Donc, à plus forte raison, un ami, un cousin ou quelqu'un d'éloigné. Donc, faites attention, soyez vigilants. Et même, quand vous êtes en hébergement, ce que vous oubliez, c'est que peut-être vous vous dites, oui, mais je suis dans un centre. Mais quand vous êtes en centre, vous avez, quand je dis, mais vous êtes accompagné, c'est-à-dire que vous avez des informations à disposition, c'est-à-dire que vous avez un suivi régulier, vous avez des professionnels à votre portée qui vous conseillent, qui vous guident, qui vous dirigent. Et puis ça, c'est ce qui est bien. Donc, ne vous dites pas tout le temps que quand on parle d'hébergement, quand on parle de centre, vous pensez à la question restriction de liberté, vous pensez à surveillance. Non, dites-vous que quand vous tentez, si vous avez dit, et aussi une autre chose, généralement les gens me disent, oui, mais je ne comprends pas pourquoi j'ai été orientée, pourtant j'ai dit à l'OFI que j'avais un hébergement. Non, c'est pas vrai. Quand vous allez dire à l'OFI que vous êtes dans la rue, ça veut dire que vous devenez vulnérable et prioritaire priorité dans la recherche d'un hébergement. C'est pourquoi, quand l'OFI a un hébergement, la première des choses, c'est de vous proposer cet hébergement-là. Donc, si vous allez à l'OFI en disant, moi, je suis en demande d'asile, mais par contre, je suis hébergé chez mes parents. Voilà les documents qui prouvent que mes parents acceptent de m'héberger. Les parents s'engagent à vous héberger. Votre frère, soeur, cousin, en fait, je dis frère, soeur, mais c'est, pardon, cousin, tante, non, père, mère, frère, soeur. Premier degré. Même un ami, c'est-à-dire que si, moi récemment, j'avais accompagné des personnes qui avaient trouvé un hébergement via une association. Et cette association-là, le responsable de cette association-là m'avait transmis tous les documents pour pouvoir s'engager à accueillir pendant la procédure de demande d'asile ces personnes-là. Donc voilà, quand vous dites que vous avez dit à l'OFI que vous étiez en hébergement et l'OFI n'a pas écouté, moi, généralement, j'y crois pas du tout parce que si vous dites que vous n'avez pas besoin d'un hébergement, un hébergement ne vous sera pas proposé. Mais si vous dites que vous êtes dans la rue, et puis dites-vous que ce n'est pas parce que vous dites que vous êtes dans la rue à Paris que vous aurez un hébergement sur Paris. Généralement, je n'ai jamais vu de proposition d'hébergement sur Paris. Donc, l'idée première de mettre en place ce qu'on appelle le schéma national d'accueil qui a vu le jour avec la loi de 2015, c'est de repartir
de façon équitable les demandeurs d'asile sur tout le territoire. Donc, et Paris est saturé. Les grandes métropoles, généralement, sont saturées. C'est pourquoi les personnes sont orientées en province, hein, parce qu'en province, il y a de la place. Et la place pour accueillir et surtout pour accompagner. Et dites-vous que dans les centres pour demandeurs d'asile, là, dans des centres d'hébergement, vous allez enfin à pouvoir vous poser et préparer votre avenir. Préparer votre avenir, c'est commencer à réfléchir à ce que vous voudriez faire après, quelle qu'en soit l'issue de votre demande d'asile. Donc, c'est aussi commencer à réfléchir à quels sont les métiers qui me plaisent, dans quoi je veux travailler plus tard, est-ce que je veux reprendre mes études. Donc, en gros, dans cette vidéo, c'est une vidéo sensibilisation. Si vous quittez votre hébergement si vous abandonnez votre hébergement, en gros, votre demande d'asile est clôturée. Votre dossier, l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides de l'OFPRA est informé et votre dossier est clôturé. J'espère que cette information vous plaît. Partagez, oui, parce que l'information, il y a des gens qui ne savent pas. Donc, allez, à plus.